Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau lab de Workplace Magazine consacré ce matin au télétravail. Alors que de nouvelles organisations du travail s'installent en France, comment la pratique est-elle encadrée? Le télétravail est-il réellement entré dans les mœurs des entreprises? Pour cette nouvelle émission, on vous propose de faire le point 3 ans après le début de la crise sanitaire. On va aussi s'intéresser aux différentes pratiques à l'international. Télétravaille-t-on de la même manière à Paris, à Oslo ou bien à New York? Comment s'organise le travail hybride aux quatre coins du globe? On en discute dans un instant avec nos invités. Bonjour et bienvenue à vous trois. Sonia Massé-Moyer, vous êtes directrice des ressources humaines d'Optevia, une toute nouvelle entreprise fruit du regroupement des services aux émetteurs de BNP Paribas et de KCIS, qui compte un peu plus de 300 salariés. Bonjour. À vos côtés, Thomas Godet, vous êtes avocat associé du cabinet BRL Avocat, spécialisé dans le droit social. Bonjour. Et enfin, Alain Diribarne, vous êtes économiste, sociologue du travail et directeur de recherche honoraire au CNRS. Bonjour. Bonjour à vous trois et merci d'être avec nous ce matin. Alors, on le sait, un nombre record d'accords a été signé depuis maintenant plus de 2 ans. Quelle tendance observe-t-on dans les entreprises? Est-ce qu'elles continuent d'y aller plutôt à tâtons ou est-ce qu'on constate une réelle avancée depuis le Covid? Thomas Godet. Alors, on l'a vu, en effet, les entreprises se sont emparées du sujet. C'est vrai que les accords d'entreprise, dans une entreprise qui met en place le télétravail, c'est devenu normal. En termes de contenu, on sent qu'on continue à utiliser le sujet, même dans les négociations annuelles obligatoires. On fait un peu attention à la jurisprudence, on regarde ce qui se dit au niveau des tribunaux, peut-être on en reparlera, et on précise. Voilà, je trouve qu'on précise plus qu'on avance. Voilà. Il y a encore un petit côté frein à main, je trouve, dans les accords d'entreprise. Il n'y a pas une grosse différence entre les versions 2020-2021 et les versions 2023. Mais voilà, c'est une pratique qui est maintenant installée de négocier sur le télétravail. D'accord, ça se précise, mais pas de réelle avancée encore dans les On assouplit, on précise, voilà, exactement. Mais on n'est pas dans la révolution, on va dire, que certains espèrent. Vous pouvez prédire. Alain Diribarne, de votre côté, quel constat? D'abord, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde le document qu'a édité Liaison sociale pour faire du conseil aux entreprises pour négocier, il fait 12 pages en petits caractères, ce qui indique déjà qu'on est en France. Deuxièmement, en fait, quand on regarde, d'abord, il y en a énormément qui ont été signés, ce qui n'est quand même pas la grande tradition française de signature d'accords d'entreprise. Oui. Et ces accords, je rappelle, depuis la loi El Khomri, peuvent déroger à des niveaux supérieurs des accords de branche. Et donc, ce qui explique aussi, me semble-t-il, l'importance des accords. Ensuite, en fait, ils sont structurés. Donc, quand on les regarde de près, ils ont une structuration très précise. Un premier préambule qui est, on rappelle, puisqu'il faut que ce soit négocié et donc signé par les partenaires sociaux, la majorité. Donc, on rappelle les entendus et les considérants. Et donc, bien entendu, tous les accords sont signés pour améliorer le bien-être et la compétitivité de l'entreprise. Le bien-être est en premier. Ensuite, vous avez les modalités de la mise en œuvre. Donc là aussi, on a plein de modalités, mais qui précisent. Ensuite, vous avez les conditions d'éligibilité. Oui, on y reviendra. Et enfin, vous avez qu'est-ce que l'entreprise accepte de mettre à la disposition du salarié. Donc c'est quand même très précis. Alors, après, ce que l'on constate, c'est que le mode de signature, c'est 2 ou 3 jours, avec 2 jours plus que 3 jours. Oui. Ce qui, personnellement, m'a énormément surpris, c'est l'accord du 13 juillet 2021 pour la fonction publique, qui dit, à partir du 1er septembre 2021, les agents publics pourront, à leur demande et sur autorisation de leur employeur, de télétravailler à raison de 3 jours par semaine et au maximum pour ceux de temps plein. Après ça, déclinable dans toutes les administrations. Or, s'il y a un lieu qui est loin de la logique managériale du télétravail, et on pourra y revenir, c'est l'ensemble des fonctions publiques d'État.
Donc voilà, la grande question qui se pose, il n'y a pas beaucoup d'apprentissage, parce qu'il n'y a pas le retour des effets des accords. Par contre, compte tenu de la note mise en service par liaison sociale, quand on regarde finalement les accords, ils sont me semble-t-il, très structurés par le document qui a été donné et que les entreprises utilisent beaucoup. D'accord. Donc ça se précise et quand même, on avance petit à petit aussi dans la pratique et dans l'encadrement. Oui, parce que, en fait, ce sont des accords cadres. Et donc, ce qui est tout à fait intéressant dans l'accord cadre, en gros, c'est qu'on voit que au service du bien-être et de l'efficience, le problème qui est indiqué, c'est qu'il ne faut pas que l'accord soit une régression par rapport à ce qu'étaient les pratiques d'organisation et de gestion du travail. Et par ailleurs, il ne faut pas brider trop la capacité organisationnelle du management. Et donc là aussi, quand on regarde la quantité d'accords, on voit bien qu'ils sont structurés autour de cette logique. Et donc après, ça laisse aux acteurs la possibilité de faire. Ce qui est quand même aussi une grande innovation en France, en matière puisque le droit du travail va encadrer, mais pour le moment, ce n'est pas le législateur qui s'en est emparé. Alors Sonia Massimoya, de votre côté, vous avez signé un accord de télétravail chez Optevia. Pourquoi avoir fait ce choix? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot dans les grandes lignes? Alors nous sommes une société qui est l'émanation évidemment de 2 grands groupes bancaires. Le télétravail a été de toute façon mis en place dans ces secteurs d'activité assez tôt, bien avant les périodes de confinement et de crise sanitaire. Et c'est vrai que depuis, nous nous efforçons de faire progresser ce nouveau mode de travail. Et donc, on a signé un accord de télétravail au sein de notre société qui permet aux collaborateurs, effectivement, de pouvoir télétravailler jusqu'à 50% du temps de travail chez eux. Alors, on le disait, la moyenne se situe plutôt aux alentours de 2 jours. Vous avez fait le choix d'aller jusqu'à 50% du temps de travail. Pourquoi avoir voulu aller vers cette plus grande flexibilité ? Flexibilité, bien comme le disait monsieur, pour tout d'abord assurer la qualité de vie, au travail de nos collaborateurs. C'est un élément pour eux qui est très attractif en termes de fidélisation aussi. Et puis de performance, puisque des collaborateurs qui vont bien travaillent mieux. Alors, on lit un peu partout que le télétravail est désormais un acquis social. Est-ce que ça signifie qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible ? Alors personnellement, je ne pense pas qu'il y aura de retour en arrière. Ce qui est vrai dans la structuration des accords, c'est vrai que le Code du travail nous a donné un plan. C'est vrai qu'il y a un plan détaillé à respecter. Après, chacun y met en effet ce qu'il veut, ligne par ligne. Bon. Le retour en arrière impliquerait quand même que dans la façon qu'on a d'utiliser les accords, on revienne sur des situations collectives, l'organisation, et puis de plus en plus sur des situations individuelles. Chacun a pu déménager, chacun a pu organiser à côté des journées au télétravail, de la présence à la maison liée à des enfants, liée à d'autres activités. Et c'est vrai que ça, quand je disais que les partenaires sociaux sont attentifs à la jurisprudence qui sort progressivement, tend vers quelque chose qui n'est pas encore confirmé, mais une forme de contractualisation. C'est-à-dire qu'à côté de l'accord tel qu'il est prévu, il n'y a pas le détail du télétravail qui est mis en place en ma faveur. Et donc, les discussions que j'ai pu avoir avec mon manager, avec la direction des ressources humaines, au regard du principe, 2 jours, 3 jours par semaine, organiser mon télétravail, de quelle nature elles sont. Et clairement, elles vont tendre à de la contractualisation. Les accords version 2020-2021 avaient, on voit bien, identifié des typologies. Il y avait le télétravail collectif, l'organisation, le télétravail lié au confinement, aux intempéries, aux pollutions, voilà. Et puis le télétravail un peu plus de confort ou d'urgence. J'ai un enfant qui est très très malade, j'ai une livraison, quelque chose de plus léger, d'électroménager, voilà, qui permettait en effet de piocher dans le collectif, l'urgence, on va dire la force majeure, et puis le confort. On va plus loin là. Aujourd'hui, on voit bien qu'on va plus loin vers des logiques dans les préambules que vous disiez, Alain, sur la pénurie de recrutement qui motiverait de pouvoir, en plus de ce socle commun,
si besoin s'en fait sentir, de proposer X jours de plus à tel métier, parce que si on ne lui propose pas, il ne viendra pas. Et donc ça, on ne l'avait pas. Là, on ne l'avait pas clairement indiqué, et là, on commence à l'avoir. Et j'imagine bien que cette personne qui est venue parce qu'on lui a dit qu'il pourrait accéder à 3, voire 4 jours par semaine, va avoir du mal à comprendre qu'on revienne sur une avancée, certes, mais en plus quelque chose qui est pour lui contractuel. Donc on est, à mon avis, dans une phase qui tend à individualiser un peu plus ce télétravail. Alain Diribarne, il me semble que vous disiez aussi que le télétravail allait devenir la norme, ou que c'était même déjà peut-être la norme, et donc du coup pas forcément de retour en arrière envisageable non plus. Mais il faut s'entendre sur ce qu'on appelle le retour en arrière, parce que comme vous l'avez évoqué, comme on l'a évoqué, pour le moment c'est des accords cadres. Ce sont des accords cadres. Par contre, ça ne dit pas quel est le contrat de travail qui va être signé avec chacun des collaborateurs. Et donc, il va y avoir... Et l'accord cadre, en plus, dit en gros, la base, c'est tant de jours semaine. Ça ne dit pas si c'est le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi. Et ça ne dit pas quelle va être la structure de télétravail des équipes opérationnelles. Donc ça laisse une marge de construction concrète du télétravail qui va être énorme. Alors par rapport à votre question, on va revenir en arrière par rapport à quoi? Est-ce que c'est en arrière par rapport avant le confinement et le Covid, en arrière par rapport par rapport à ce qu'était la situation pendant le Covid, et en retour en arrière par rapport à la situation post-Covid d'aujourd'hui. Alors donc, il est clair qu'on ne reviendra pas en arrière par rapport à la situation préalable au Covid. Oui. C'est clair. Puisque en France, on avait 75% de non-télétravail. Et la majorité de ceux qui étaient en télétravail étaient en travail occasionnel. Oui. Sachant que le télétravail, c'est une vieille histoire. Ça fait 25 ans qu'on parle du télétravail. La France était en retard par rapport à partout ailleurs sur le télétravail, pour 2 raisons extrêmement précises. Un, c'était les juristes de l'entreprise, et on reviendra aux questions de droit du travail. Et l'autre, c'était les managers, en raison de la tradition française du management dont on pourra revenir. Et donc, ce qui a été le premier mouvement de développement du télétravail, ça a été les grèves. Et donc, il y a eu un apprentissage dont on parle peu, qui a été fait par les grandes organisations, en particulier les grandes organisations publiques, qui étaient les collectivités territoriales, qui a été comment assurer le maintien du service public en période où il y avait une destruction, pour des raisons de conflits sociaux. Et donc, ça devient tout à fait intéressant, quand on reprend la généalogie, c'est que les entreprises, peut-être comme vous, qui avez déjà eu des habitudes de gestion du télétravail, se sont trouvés en situation beaucoup plus facile à faire le mouvement, qui est exactement ce qu'on avait observé au moment des 35 heures. Toutes les entreprises qui avaient des habitudes de gestion collective à leur niveau avec leurs partenaires sociaux étaient entraînées à la négociation. Et ça, du coup, c'est passionnant, parce qu'on voit du coup la grande différence d'une entreprise à une autre. Sonia, de votre côté, pas de retour en arrière au niveau collectif non plus envisageable. Vous avez juste un principe de réversibilité, il me semble, c'est ça à titre individuel. Tout à fait, pas de retour en arrière sur le nombre de jours de télétravail. Toujours un principe de volontariat, c'est-à-dire que le collaborateur est toujours libre d'exercer son activité chez lui ou sur le lieu de l'entreprise. Donc il n'y aura pas de retour en arrière. Par contre, de la réversibilité est possible, c'est-à-dire que le collaborateur qui décide de vouloir arrêter son télétravail peut très bien le faire, tout comme le manager peut aussi décider, au regard de l'exercice de son collaborateur, de stopper le télétravail. Alors, quand on regarde dans le détail les chiffres du dernier baromètre Actino qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines, on s'aperçoit assez rapidement qu'il y a une surreprésentation des télétravailleurs chez les CSP+, chez les managers et en Île-de-France. Je pense que ça ne surprend pas forcément grand monde. Est-ce que finalement le télétravail est un phénomène urbain, voire francilien, Alain Diribarne ? Non, c'est un phénomène des mégapoles.
Donc, c'est pas urbain. Enfin, oui, c'est plus urbain que campagne, en gros. Et c'est plus métropole, mégapole, parce que pour une raison très simple, c'est que au cœur de la logique du télétravail, il y a le transport. Et du point de vue du transport, vous avez deux paramètres, qui est la durée et les problèmes que pose le transport en termes de qualité du transport. Ouais. Et là, on voit bien que c'est beaucoup plus une question de métropole et de mégapole, donc entre autres un fonctionnement des services publics comme vous connaissez chez les Parisiens, que nous connaissons moins au fin fond de la France profonde. Et ce qui est tout à fait... Et donc, du coup, c'est bien ça. Quant au CSP+, il y a une ambiguïté dans la présentation à la presse des résultats de l'enquête d'Actineo en disant il y a plus de télétravail chez les cadres. Oui, sauf que quand on regarde la catégorie des cadres, qui représente 34% dans l'enquête, vous avez 18% qui sont des cadres sans être managers. Et donc on voit bien. Et donc c'est les CSP+. C'est tous ces diplômés d'enseignement supérieur qui en réalité sont des gens qui ont des compétences professionnelles qui peuvent exercer partout et n'importe où et n'importe quand sans problème. Et là on va peut-être arriver dans les débats, si ça vous intéresse, sur le problème du fait qu'avec un télétravail un peu poussé en étant CSP+, vous êtes à la fois salarié, mais avec un comportement de travailleur indépendant. Alors effectivement, on reviendra sur cet aspect. Et là, on touche des choses très intéressantes. Alors, on le voit effectivement, tout le monde n'a pas encore accès au télétravail au sein d'une même entreprise. Certains peuvent télétravailler, d'autres pas. Comment on gère ce différentiel, Thomas Godet ? Alors, là, il y a quelque chose d'intéressant dans les nouveaux accords, ou en tout cas dans les accords les plus récents, c'est que pour aider celui qui va avoir le mauvais rôle, le manager qui va éventuellement avoir à dire non, par l'influence de la loi et concrètement dans la discussion entre les partenaires sociaux, interviennent de plus en plus des cas de réponse possibles. Voilà, on voit alors une liste plus ou moins longue selon les accords, pour à la fois éviter le n'importe quoi, on va dire le subjectif, et aussi voilà, pour ouvrir une palette de réponses négatives liées alors à des contraintes, des contraintes d'organisation, principalement sur la confidentialité, sur l'équipement, en effet l'équipement à la maison, et puis sur aussi une dimension collective. On ne peut pas avoir dans une équipe, à un moment donné, plus d'un certain niveau de personnes de l'équipe qui sont en télétravail. Ça, on pourra y revenir, parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais on le voit aussi, ça, comme un garde-fou, d'éviter quand même que les bureaux se vident. Et donc, finalement, on se retrouve avec une demande. Très souvent, dans les accords, il y a une logique en effet, le principe du volontariat. Donc, c'est aux salariés de demander. Je ne suis pas sûr qu'en réalité, en pratique, dans les entreprises, ça se passe comme ça. Mais dans les accords, c'est vraiment guider le salarié vers, voilà, fais-nous une demande, c'est toi qui es volontaire. Et ça a un impact d'ailleurs sur le côté financier dans certaines entreprises. Donc, tu es volontaire, tu remplis une forme de formulaire, et puis nous te répondrons. Et c'est vrai que si on refuse, là pour le coup, la loi est très claire, il faut motiver. D'où des cas de refus de plus en plus dans les accords, des refus prêts à l'emploi. Et si certaines activités ou certains métiers ne sont pas éligibles au télétravail, les entreprises envisagent des compensations financières, compensations d'organisation du temps de travail Alors, rapidement là-dessus, parce que je n'ai pas forcément la réponse absolue. Je vois quand même deux choses. L'idée de mettre un minimum quand même, c'est-à-dire qu'en fait, l'accord, pour qu'il soit signé, il faut qu'il soit signé par les organisations syndicales représentant au moins 50% des suffrages aux dernières élections. Donc, on ne peut pas parler qu'au cadre. Donc, on va voir, en effet, dans de plus en plus d'accords, un nombre de jours, comme un droit de tirage de 4, 5, 10 jours, des fois dans l'année, qui peuvent être télétravaillés. Bon. Mais là, on ne sent pas l'impact en termes d'organisation. C'est plutôt du confort. Et on a vu, depuis au moins 6 mois et un peu plus dans certaines entreprises, certains secteurs, revenir le sujet de la semaine de 4 jours.
Et pour moi, c'est évident qu'il y a un lien, en tout cas au cabinet, on l'a vu, entre ces deux sujets. Parce que pour certaines entreprises, c'est peut-être la réponse. Alors attention, hein, la 5e journée n'est pas travaillée, n'est pas payée. Le nombre d'heures qui sont faites dans la semaine actuellement sur 5 jours doit être fait sur 4 jours. Donc on n'est pas exactement dans une avancée sociale partout. Mais on voit quand même un lien qui est fait, en tout cas en termes de synchronisation, voilà, entre les deux sujets. Ça peut être une des réponses envisagées, mais là encore, la France en est au stade de l'expérimentation sur la Il y en a de plus semaine en de plus. 4 jours. Il y en a de plus en plus, mais c'est vrai que là, on est très très loin du compte. Oui. Alain Diribarne, cette question de différentiel entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne le peuvent pas. Alors, donc, il y a d'abord un débat idéologico-pratique sur est-ce que le télétravail va augmenter la souffrance au travail ou l'inverse. Et là, je dis bien, c'est idéologico-pratique parce que vous avez des porte-paroles, et c'est là qu'il faut lire les journaux. Bon, la réalité fait que ça peut être tout. Donc on revient au préambule, qui est le préambule indique que c'est pour pouvoir améliorer aussi la qualité de vie au travail. Vous savez qu'il y a eu une mode qui a été la mode du bonheur au travail, avec ce gourou qui était le Chief Happiness Officer ou la Chief Happiness Officer. Bon, c'est passé à la trappe. Par contre, demeure, dans les comparaisons internationales, le fait que les Français mettent le bien-être, dont le bien-être au travail, en tête de leurs préoccupations. Et là, du coup, on est obligé de complètement construire, entreprise par entreprise, établissement par établissement, équipe par équipe, vous voyez, le niveau de finesse de ce que va être l'organisation concrète du travail en fonction d'un côté, et là on revient à l'intérêt de ce qui a été signé, parce que j'ai choisi Suez, qui est très intéressant, Suez, et on pourra le comparaison avec vous, qui dit, donc, la mise en œuvre, c'est sur la base du volontariat. Donc, 2 jours par semaine en moyenne, à distance sur l'année civile. Donc, c'est bordé sur l'année. Ensuite, les jours ne sont pas obligatoirement fixes dans la semaine. Donc, ça laisse ouvert, du coup, la négociation. En revanche, une planification prévisionnelle des jours de télétravail sera partagée avec le manager. En cas de nécessité, le collaborateur devra se rendre dans les locaux de son entreprise. Donc, vous voyez comment on revient. C'est pour ça que les accords, c'est tout à fait capital. Parce qu'ils bordent le jeu des acteurs concrets en annonçant très clairement le double objectif de le bien-être des collaborateurs et l'amélioration de l'efficience de l'organisation individuelle et collective. Et là, on pourra en reparler, si vous voulez. Ça ouvre une multitude de perspectives possibles au niveau concret, y compris les conflits, tout ce qu'on voudra, et le recours aux avocats en la matière. Sonia, il me semble que chez Optevia, une large majorité de salariés peut avoir accès au télétravail. L'ensemble des collaborateurs peut avoir accès au télétravail. Aujourd'hui, on est dans un secteur d'activité qui nous permet d'englober la totalité de nos collaborateurs dans nos accords. Donc effectivement, c'est plus après au niveau managérial qu'il faut trouver l'organisation adéquate avec ses équipes, son équipe, ses collaborateurs pour travailler en toute efficience. Et effectivement, comme vous le disiez, avec une réelle attente des collaborateurs en termes de qualité de vie de travail et bien-être. Est-ce que vous avez pris l'option, comme Thomas l'abordait, d'avoir un nombre maximum de salariés en télétravail au sein d'une même équipe en même temps ? Alors non, plutôt là. Enfin, autre chose, c'est qu'on demande aux collaborateurs d'être au moins présents une journée par semaine sur son site, mais pas où on préconise d'être tout compte fait avec tout l'ensemble de ses collaborateurs au manager pour se retrouver dans un lien social, je dirais, plus fort sur cette journée de présence. Alain Diribarne, oui. Juste un complément. Vous avez un acteur qui devient redoutable, c'est le DAF ou la DAF. Directeur administratif et financier, qui a tout à fait compris, et du reste on le voit sur l'immobilier à Paris,
qui a tout à fait compris en disant, moi, si j'ai tant de collaborateurs qui sont en télétravail, ils ne sont pas au bureau, si je me débrouille pour qu'ils ne soient pas tous ensemble, ça veut dire que ça fait tant de mètres carrés que je peux récupérer. Et donc, on voit très très bien, et là, ça y est, hein, ça fonctionne. On voit le marché du travail de l'immobilier de l'Île-de-France, où le prix de l'immobilier est en train de monter dans les quartiers, les beaux quartiers, et il y a pénurie des bureaux, parce que le calcul est très simple. Je prends 30% de moins de mètres carrés, et si le prix de l'immobilier augmente de 20%, en fait, j'y gagne. Et j'y gagne en coût fixe. On pourra éventuellement parler après ensuite des espaces de coworking. Ça, c'est le premier problème. Et l'autre qui est, il y a toute une série d'entreprises qui ont aussi des usines, qui ont aussi des gens commerciaux et ainsi de suite. Et là, effectivement, il y a un complément de difficulté à l'équation qui est, au nom bien connu de l'égalité française, comment ceux qui n'ont pas le droit d'être éligibles au télétravail vont être compensés. Et alors là, on commence à regarder de plus près quelle est l'organisation du temps de travail des collaborateurs qui sont en principe contraints à ne pas l'être. On voit qu'ils ont souvent des tâches administratives qui font partie de leur métier, donc ils se plaignent. Et ces tâches administratives réorganisées, ils pourraient le faire en télétravail. Et donc du coup, vous voyez comment il y a un effet de... C'est pour ça qu'on revient au problème de la norme. La norme va être le télétravail. C'est clair. La probabilité pour que ce soit 2 jours est élevée. Et du coup, elle va percoler sur la totalité des activités professionnelles, même celles qui sont considérées comme non éligibles au télétravail. Ça, c'est peut-être un point qu'on a dit et qui a été commenté, mais il n'y a que quelques mois seulement. Les juges commencent à considérer que dans une situation qui est particulière, vous savez, c'est celle des salariés qui sont inaptes, inaptes, c'est-à-dire ne peuvent pas reprendre leur emploi, sauf à l'employeur à aménager différemment les conditions de travail. Et avant, on était plutôt sur des postures, des ports de charge, des horaires, voilà. Et le télétravail, tranquillement, est rentré dans le scope. Et l'arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation est intéressant parce qu'elle dit, j'ai une entreprise en face de moi qui dit, il n'y a pas de télétravail chez moi. Et ça, si on lit les textes, on peut se dire que cette entreprise est en règle. Hein. Il n'y a pas un texte qui dit qu'une entreprise doit avoir mis en place soit un accord, soit une charte en matière de télétravail. Et donc la réponse de l'employeur était, un médecin du travail me demande de réfléchir au télétravail. Je lui réponds, il n'y en a pas chez moi. Voilà. Et la Cour de cassation censure en disant non, ça c'est plus une réponse conforme en 2023. J'entends qu'à ce jour, vous n'avez pas mis en place de télétravail, mais au cas particulier, un médecin du travail vous ayant demandé d'y réfléchir pour une personne, et d'où le fait de l'égalité, hein, ça peut rentrer ainsi dans l'entreprise. Pour une personne, vous devez me démontrer en quoi le télétravail, pour cette personne, n'était pas du tout envisageable. Et là, je vous écouterai. Mais il n'y a pas un principe comme ça de choix. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a quelques... Oui, moi, on aurait dit il n'y a pas de droit au télétravail. C'est plus vrai. Plus vrai. C'est vrai que la médecine du travail aujourd'hui préconise beaucoup dans le cadre de visites médicales de reprise du télétravail supplémentaire pour l'ensemble des pour le collaborateur concerné. Ouais. Voir des juges qui vont dans des arrêts qui traitent, vous avez parlé de conflits, les conflits au travail, ben, ça fait aussi avancer l'entreprise, mais il y en a beaucoup. On commence à voir dans des arrêts un employeur qui est critiqué pour avoir dit tel manager a été sanctionné pour ses attitudes, et comme il avait été sanctionné, il faisait entre guillemets un peu peur à ses équipes, et on sent que le juge se dit, est-ce qu'ils n'auraient pas pu le mettre en télétravail quelques semaines ? On sent que même ça rentre dans la pratique individuelle. Et donc à la fin, on se dit, on va voir le collectif, avec en effet l'organisation très précise, ça je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un gros temps à y passer, et les formations des managers. Et de l'autre côté, tout un chacun qui peut se dire, par exemple chez Optevia, est-ce que je suis allé suffisamment au travail cette semaine ? C'est un peu la question qu'il faut que je me pose. Et puis, est-ce que j'ai envie d'y aller demain ? C'est ça, en fait. Hein. Si tout est posé, c'est vraiment ça. Et donc ça, c'est aussi quelque chose de révolutionnaire. Donc, en fait, il n'est pas dans les accords, le phénomène révolutionnaire. Il est dans l'ouverture qu'on peut avoir de ce droit au télétravail. C'est vrai.
Alors, il y a un autre sujet aussi qui pose encore un petit peu problème, c'est les horaires de travail en télétravail et la gestion effectivement du temps de travail. Dans le dernier baromètre Actineo, il y a un chiffre notamment qui dit que 55% des salariés émettent le souhait de pouvoir s'organiser comme ils le souhaitent sans horaire fixe. Est-ce qu'on doit du coup laisser plus d'autonomie aux salariés effectivement dans la gestion de leur temps de travail, ou est-ce qu'on doit imposer des horaires fixes pour tous pour peut-être maintenir le collectif? Sonia, je me tourne vers vous. C'est une grande question parce que tout compte fait, on a autant de collaborateurs que aussi de volonté de mettre en œuvre sa propre activité. Ouais. Et puis on a aussi un collectif avec un manager. Et c'est vrai qu'il est difficile, on l'entend souvent dans les entreprises. Moi, je préférerais commencer à 10h, arrêter à 14h, reprendre à 16h et finir à 22h. Aujourd'hui se pose le problème aussi du management et notamment du manager qui dit mais quand est-ce que moi je peux échanger, parce que moi mes plages sont pas les mêmes non plus. Ouais. Et donc il faut quand même qu'on trouve une plage commune de travail pour que les gens puissent se parler, que les gens puissent se poser ensemble, se voir. Et donc effectivement on pourrait imaginer quelques horaires à la carte ou d'organisation à la carte, mais dans un collectif quand même qui fasse place à des plages de présence communes pour notamment travailler en commun. Et c'est toute la différence justement avec ce que vous disiez, cette espèce d'approche presque de profession indépendante avec le télétravail et le collectif d'une société. Thomas Godet, est-ce qu'on peut envisager des horaires à la carte? Non, alors c'est vrai que le télétravail, on le sait, dans les principes, ne modifie rien d'autre que le lieu où j'exécute mon travail. Donc c'est vrai que l'organisation des horaires, elle est la même. En effet, si je suis en forfait jour au bureau, je suis en forfait jour à la maison. Et je ne pense pas que l'appétence qu'il y a pour le télétravail est déconnectée de cette liberté, justement, de pouvoir éventuellement aussi aller chercher l'enfant après l'école ou d'aller faire une course un moment dans la journée. Et donc, ce que je trouve un peu faible dans certains accords d'entreprise ou en général dans la réflexion qui est mise en place, c'est le reste, c'est-à-dire en fait le travail. Et en fait, encore une fois, pourquoi on vient au travail, comment on organise désormais le travail. La problématique des financières, bon, certes, elle est claire. Je sais que moi, dans mon cabinet, dans les beaux quartiers, comme vous dites, je sais qu'un poste, c'est au moins 9 à 10 000 euros par an. Ouais. Donc c'est vrai qu'un poste en moins, c'est 9 à 10 000 euros en moins. C'est net, c'est clair. Ça suffit pas. La question, c'est après de se dire, voilà, dans la configuration de l'environnement de travail, comment, quand les gens viennent, on rattrape un peu ce temps d'indépendance, parce qu'on a constaté aussi que certains viennent, pour peu qu'on soit sur 2 étages, il a beau être venu, je ne l'ai pas vu de la journée. Ça, statistiquement, c'est très fort aussi. Et donc, en fait, voilà, c'est ce troisième, entre guillemets, temps, le télétravail, le travail, et donc, voilà, le collectif, mais quand on se voit, comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est pas encore très abordé dans les organisations. Alain Diriban, allez-y, je vous laisse réagir. C'est parti. Alors, donc, d'abord, la flexibilité des horaires, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps que la discussion qui consiste à dire les horaires de travail, c'était 8h30, midi et demi, on reprenait à 2h30, on finissait à 5h30 ou rien, qui était donc le modèle qui était unité de lieu et de temps. Ça fait longtemps qu'il a été remis en cause. Et donc toutes les discussions sur la flexibilité des horaires, et c'est pour ça que du reste il y avait les pointeuses. Les pointeuses n'étaient pas uniquement pour vérifier, c'était aussi pour indiquer que vous arriviez à telle heure, et ainsi de suite. Donc on a une façon de nouveau de renouveler la question en la complexifiant. Avant, dans les enquêtes d'Actineo, avant la question du télétravail, on avait posé la question de qu'est-ce qui était le plus important pour vous, et la réponse avait été encore plus important que l'aménagement des bureaux, c'est la possibilité pour moi d'organiser mon temps de travail dans la semaine. On avait posé la semaine, le mois, l'année, et la réponse avait été dans la semaine. Et quand j'avais un peu traité la différence homme-femme, j'avais pu constater qu'il y avait une appétence un peu plus forte des femmes. Pour ça, il n'y avait pas besoin de faire beaucoup de sociologie de la famille pour comprendre. Donc, vous voyez, on voit bien qu'on a donc un renouvellement de vieilles questions, qui est la notion
individuelle et collective de la gestion de l'espace-temps. Et l'arrivée du télétravail qui vient dans un mouvement qui est antérieur et qui est très important, qui est la multiplication des lieux légitimes de travail. Les lieux légitimes de travail au sein de son immeuble de bureau, ce qui fait que vous pouvez chercher votre collaborateur qui est pas, il y a n'importe comment, il faut voir aussi si c'est en flex office ou pas. Votre collaborateur, il est à la cafétéria et il est en train de travailler comme s'il était au Starbucks d'à côté ou dans un espace de coworking. Et donc là, on va peut-être revenir au problème des managers. C'est que le manager français, il veut savoir où est son collaborateur pour pouvoir... Et donc, un des outils de surveillance, c'est l'utilisation des conférences, des téléconférences. Des visioconférences. Oui, parce que parce qu'en France, on n'a pas le droit d'avoir, contrairement aux États-Unis, des contrôles online de ce qu'est la pratique de travail de son collaborateur. En France, ce n'est pas permis. Et donc, un moyen de contrôler, c'est que vous faites une visio à 5 heures le soir. Et là, on retombe sur les problèmes. C'est est-ce qu'un manager a le droit d'imposer à ses collaborateurs une visio à 5 heures du soir? Ou pas? Ou à 8 heures du matin? Vous voyez? Et on revient. Il ne faut pas oublier qu'en droit du travail, la majorité du droit du travail, ce n'est pas la loi. C'est la jurisprudence. Et donc, c'est la Cour de cassation. En fait, oui. Le principe de proportionnalité. C'est-à-dire que la règle est posée, mais est-ce que je peux tirer les conséquences de l'absence de David à 8 heures par une sanction? On ne le sait pas encore. Juste par rapport à donc, cet éclairage de la jurisprudence, et encore une fois, les envies ou les espoirs de certains, là, il est en train de se passer un petit conflit. C'est vrai que celui que je disais tout à l'heure sur le médecin du travail, beaucoup l'avaient anticipé. Celui que certains avaient peut-être espéré qu'il n'arriverait pas, puisqu'on se demandait finalement pourquoi un salarié irait en justice pour dire qu'il faut continuer à mesurer son temps de travail. Ça pourrait être, on pourrait se dire, non, les salariés aujourd'hui se disent, si je commence à contester le télétravail, mon entreprise va arrêter. On voit que c'est plus tellement possible. Donc en fait, certains vont aller plus facilement en justice, notamment, comme ça a été le cas fin mars, pour dire, voilà, malgré le télétravail, la responsabilité incombe à l'employeur de contrôler le temps de travail. Même en télétravail, le salarié n'a pas de responsabilité finalement en matière de non-dépassement des horaires contractuels, c'est-à-dire le salaire qui lui est payé en face d'un certain nombre d'heures de travail, voire en termes de dépassement des repos auquel il a droit. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas lui demander d'organiser lui-même le respect de son temps contractuel et de son repos minimum. Ce qui est rude, parce que là, pour le coup, au-delà de la technologie, c'est impossible pour une entreprise qui a une population en télétravail de mettre en place un outil. On vérifie bien que la personne dort suffisamment, s'est déconnectée, et je vais plus loin, ne fume pas trop, ne boit pas trop, voilà, elle est chez elle. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où l'emprise de la société, de l'entreprise, elle est totalement dépassée. Alors, il y a un autre sujet qui pose question. Pour le coup, c'est une nouvelle interrogation qui est vraiment liée avec la démocratisation du télétravail. Je parle de la participation financière. Les salariés souhaitent que l'entreprise finance davantage. Les entreprises, elles, se montrent plutôt réticentes. Où est-ce qu'on en est sur ce sujet, Thomas Godet? Est-ce qu'on a déjà des cas de contentieux, justement? Ah oui. Oui, alors ça, on en avait déjà, on en aura de plus en plus. Là, finalement, la loi s'en est un peu lavé les mains. C'est-à-dire que quand on regarde le contenu minimal d'un accord d'entreprise, on ne nous dit pas qu'il faut prévoir un minimum de contribution de l'employeur. Alors, soit à la place que prend l'espace de bureau dans l'appartement, dans la maison, soit au consommable éventuellement qu'on achète, par exemple. Donc la loi ne nous dit pas de le faire, ne nous dit pas non plus de ne pas le faire. Les accords nationaux interprofessionnels avaient posé des principes, et puis la jurisprudence de toute façon a toujours dit que quand j'engage une dépense à des fins professionnelles, l'employeur doit me la rembourser, sauf si elle n'a évidemment aucun sens, aucun rapport avec le travail. Mais si je vais m'acheter une ramette de papier, il n'y a pas de raison que je la paye moi. Bon. Et on a commencé à avoir des arrêts qui concernent des entreprises qui n'ont pas d'accord. Et là, c'est là que je rejoins les deux interventions de tout à l'heure. À la fois, j'ai choisi par un accord d'entreprise de prévoir un montant journalier
quelques euros, qui correspond à la compensation forfaitaire du télétravail, ou alors j'ai choisi de ne rien mettre, et là, quelque part, comme il n'y a pas d'ordre public en la matière, l'accord est valable. Ceux qui n'ont pas d'accord d'entreprise seront condamnés. En gros. Et c'est ce qui a été dit il n'y a pas très longtemps contre un groupe qui, lui, avait un accord, mais pendant un moment, on n'en a pas eu. Et il a été condamné pile juste sur la période où il n'en avait pas eu. Et donc, voilà, on est sur, pour donner un ordre de grandeur, une entreprise de 50 salariés qui aurait du personnel 2 jours par semaine en télétravail, a un enjeu qui est à la fois de 12 ou 13 000 euros. On n'est pas très loin du poste que je disais tout à l'heure. Donc, je pense qu'on va avoir de plus en plus d'accords d'entreprise qui vont traiter de la question financière. Sonia, de votre côté, Optevia, il me semble, a traité justement cette question. On a traité le sujet financier puisque nous, dans notre accord, nous avons prévu d'une part une indemnité forfaitaire en fonction du rythme de télétravail choisi, qui peut varier de 10 à 20 euros, et l'attribution de tickets restaurants aussi pendant les jours télétravaillés. C'est un autre sujet, ça, oui. Qui a été une grosse satisfaction pour nos collaborateurs, parce que ça a été longtemps demandé. Depuis les crises sanitaires, les collaborateurs sont très demandeurs, notamment de titres restaurants pendant leur journée de télétravail. Et ça a été un vrai plus pour eux. Oui. Alors, je vous disais en introduction, on va aussi s'intéresser aux pratiques à l'étranger au cours de cette émission. Regarder un peu ce qui se passe chez nos voisins. On le sait, les cultures de travail sont imprégnées par les cultures nationales. Alain Diribarne, vous êtes notamment intéressé à plusieurs grandes métropoles en Europe, mais aussi en Amérique du Nord et en Asie lors d'une étude il y a, il me semble, 2 ans. Quel était votre constat? Est-ce qu'il y a des différences notables entre pays sur le rapport au travail et les organisations au travail? En fait, on a commencé à tourner autour de l'exception culturelle française, qui est avec, d'une part, en comparaison internationale, le bien-être étant pour les Français très en haut de ce qui était leur motivation, et le sens du travail. Avant les questions de je veux faire carrière, l'efficacité, et ainsi de suite. Et donc, du coup, ça structure beaucoup les choses, avec en plus le problème juridique, la force de l'encadrement juridique en France comparé aux autres, et le style de management comparé entre la France et les autres. Donc, on revient à cette verticalité du management et le contrôle par les moyens et pas par les résultats. Et donc, on voit bien que plus vous êtes sur un management de contrôle par les résultats, plus que par les moyens, et que vous avez un style de management qui est homogène avec ça, et avec le fait que, du coup, vous avez un management, pour utiliser les termes, par la confiance, mais en fait, par le contrôle, par les résultats, qui fait la confiance, plus vous avez du coup un rapport au télétravail qui est plus ou moins bordé. Alors là, j'avais amené justement la comparaison entre la France et la Californie, qui est les États-Unis, où l'écart était le plus important dans l'ensemble de mes métropoles. Et en fait, l'écart est sur le nombre élevé de jours de télétravail, c'est là qui est le plus fort. Donc la France a beaucoup moins d'attentes de télétravail total, alors que les Américains ont beaucoup plus d'attentes de télétravail 4 à 5 jours. Et là, on revient, excusez-moi, à quelque chose qui est tout à fait intéressant. C'est qu'aux États-Unis, vous avez alors là un retour en arrière sur le fait d'avoir été en télétravail complet, pour une raison très simple. C'est que les Américains ont dit, mais moi, du coup, je ne vais pas rester à San Francisco, à Los Angeles, où ça coûte des fortunes. Je vais aller dans un État voisin où ça va me coûter beaucoup moins cher. Et l'employeur a dit, banco, je vous réduis votre rémunération de l'écart qu'il y avait entre vos coûts fixes. Vous n'avez pas ça en France. Et donc, du coup, vous voyez bien qu'il y a une relation complète entre la construction, pour simplifier, culturelle, si on veut utiliser ce mot, et la construction juridique.
Et là, la France, elle est extraordinaire de ce point de vue-là. Alors, vous parlez des États-Unis, c'est notamment le sujet qu'on va aborder pendant l'aparté. On reviendra après ensemble aussi sur ce sujet, l'international. Pour compléter ce panorama international, on a demandé à Rebecca Nachanakian, directrice générale WeWork France, Europe du Sud, Benelux et pays nordiques, de venir nous livrer ses observations sur les transformations du monde du travail. Alors, comment s'organise le travail hybride aux 4 coins du globe? C'est le moment aparté. Bonjour à tous et à toutes pour cet aparté avec notre invitée ce matin, c'est la directrice générale France, Benelux, Europe du Sud et pays nordiques du groupe WeWork, Rebecca Nachanakian. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors je le rappelle en quelques chiffres, WeWork c'est une présence à l'international dans près de 40 pays avec 140 espaces en Europe, dont 20 en France. On l'a vu, la pratique du télétravail soulève encore de nombreuses questions en France. Les entreprises cherchent leur modèle. Mais alors, qu'en est-il chez nos voisins ? Une récente étude de la Fondation Jean Jaurès mettait en tout cas en exergue de fortes disparités avant la pandémie, avec seulement 5% des salariés espagnols qui pratiquaient régulièrement le télétravail, contre plus de 20% des salariés suédois. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Rebecca Nachanakian, quelles disparités observez-vous entre les pays européens ? Merci et bonjour tout le monde. Je vais juste faire un petit flashback sur la pandémie. Donc oui, il y a eu beaucoup de télétravail, on a entendu parler beaucoup de télétravail durant la pandémie, mais très vite, on a entendu de cas d'isolation ou un manque de séparation de vie privée et de vie professionnelle, mais aussi un manque de culture avec l'entreprise. Ensuite, les choses ont évolué petit à petit, différemment dans différents pays, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et est venu s'installer le modèle hybride. Donc chez WeWork, on a vu beaucoup le modèle hybride s'installer. Et ce qu'on veut dire par le modèle hybride, je fais un petit résumé, c'est travailler quand on veut, où on veut, à l'heure qu'on veut. Que ce soit aujourd'hui, je suis employée française à Paris ou que je passe mon week-end en Espagne, je peux faire un peu du nomadisme digital. Donc cette flexibilité de liberté aux employés. Mais le retour au bureau est là. Donc en fait, il n'a pas disparu. Il est là sous différentes conditions, comme on l'a expliqué. Et on a vu ça chez WeWork avec un taux d'occupation qui a augmenté de la pandémie à aujourd'hui. Donc durant la pandémie, on était dans les 60%. Aujourd'hui, on est dans les 75%. Et la demande continue à augmenter. Sur l'Europe, c'était ça la question, ouais. Je voulais. Donc, sur l'Europe, tout dépend de la culture des personnes, des employés, de la culture d'entreprise et des collaborateurs. Il y a aussi, ça dépend de l'âge du collaborateur et ça dépend les jours de la semaine, les heures de pointe sont différentes. Par exemple, si on va regarder les pays nordiques, donc dans le cas de WeWork, on a Oslo, on a Stockholm. C'est du 8 à 5. Ça continue à du 8 à 5, retour au bureau, 4 à 5 jours par semaine. On va aller regarder la France, Paris plus précisément dans notre cas. Ça va être 3 à 4 jours retour au bureau. Un mercredi, on a moins de taux de fréquentation dans nos bâtiments parce qu'on mesure le taux de fréquentation. On va aller regarder l'Espagne ou l'Italie. C'est un lundi à mercredi à jeudi. Un vendredi, il y a moins de taux de fréquentation dans les bâtiments. Donc tout va dépendre de la culture. Et si on a envie de faire un week-end quelque part et travailler, au lieu d'être en Espagne, travailler de l'Italie ou travailler d'Oslo, le vendredi, samedi, dimanche, on n'est pas, mais on travaille vendredi d'ailleurs. Voilà, donc ça dépend vraiment, les jours de pointe, les heures de pointe dépendent des cultures. Okay. Et des pays. Oui, très bien, merci. Et plus largement, quelles sont les différences que vous observez entre les États-Unis et la France ? Ok, déjà, les États-Unis, les conditions de travail aux États-Unis, elles sont beaucoup plus libérales qu'elles le sont en France ou en Europe. Donc le retour au bureau aux États-Unis n'a pas été aussi rapide
qu'on l'a vu en Europe. La France, ils sont très vite retournés au bureau. Ensuite a suivi l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Aux États-Unis, ça revient que cette année. Donc il y a eu un slowdown durant la pandémie et après la pandémie. Mais aux États-Unis, je reviens sur les conditions de travail libérales. En fait, ils n'ont pas peur de démissionner, ils n'ont pas peur de trouver un autre job. Ils vont, oui, peut-être travailler pour une compagnie basée à New York. New York devient très cher, ils vont aller dans un autre État et il y aura des réductions de salaire. Donc, c'est très différent de la culture européenne. Mais cette année, les choses ont changé. Donc cette année, il y a un petit retour, mais ça a pris beaucoup plus de temps que ça l'a été pour l'Europe. Et du coup, suite à ces modifications d'organisation du travail qui, comme vous le dites, ne suivent pas forcément des règles précises, j'imagine que le modèle de WeWork a dû s'adapter. Oui, énormément. Bon, déjà, le modèle de WeWork, c'est la flexibilité. Hein. Donc quand on a créé l'entreprise depuis 10 ans, c'était un modèle flexible. C'était le coworking, c'était l'esprit de communauté, c'était la flexibilité du bail, de la durée, la flexibilité de la culture. Donc il y avait tout un truc. Oui, les choses ont changé. On a développé des produits qui, en fait, renforcent le message de flexibilité et qui est très en demande des entreprises. Donc on a un peu travaillé avec nos membres, on a écouté la demande. D'où vient le produit Access? C'est un All Access on Demand. C'est en fait un abonnement mensuel ou journalier qui vous donne accès à n'importe quel WeWork dans le monde. C'est un engagement mensuel ou journalier, donc vous n'avez pas besoin de renouveler. Ça a été lancé en 2020, beaucoup de succès. On a attendu de lancer en Europe parce qu'on a commencé aux États-Unis. On a vu aux États-Unis, ça a eu un succès parce qu'on retombe sur la culture des Américains. Ensuite, on a lancé en Europe. La demande, donc on avait en tête que ça allait être un pass pour les freelancers, pour les entrepreneurs. Ça a été très vite été adopté par les entreprises qui, eux, veulent un modèle hybride, qui, eux, veulent que leurs employés aujourd'hui puissent travailler du siège social à Paris ou de travailler, avoir accès à un WeWork en Espagne ou à Oslo ou en Allemagne. Ensuite, on a encore travaillé avec nos membres et on a développé un outil qui s'appelle le Workplace. Super outil qui, en fait, lui, a pour but d'optimiser les coûts immobiliers des entreprises et qui vous donne accès en tant que directeur d'entreprise de gérer vos bureaux, vos postes de travail et de donner accès à vos employés de décider si aujourd'hui ils vont travailler sur le bureau A ou le bureau B, si aujourd'hui Manon va être sur le bureau A, je vais me mettre à côté d'elle sur le bureau B, et si je vais venir aujourd'hui travailler du siège social ou pas. Et on a vu aussi que ça a été aussi adopté par les entreprises. Les adhésions du Workplace ont touché 63 000 adhésions en moins d'un an, alors que le All Access est passé à 75 000 adhésions. Voilà. On s'adapte. Et aujourd'hui, du coup, avec tous ces nouveaux produits, quelles sont les nouvelles stratégies qu'adoptent vos clients? Est-ce qu'ils gardent autant de postes de travail qu'avant? Est-ce qu'ils vont plutôt vers des modèles plus flexibles? On a différents cas de figure. On va avoir les entreprises qui, eux, grandissent, qui ont besoin de plus de postes de travail, qui vont choisir de prendre tout un bâtiment, flex. Donc, dans ce cas, on parle de Conto, à Navarin, par exemple, qui était avec nous sur rue Lafayette. Ils sont en expansion, ils ont demandé plus de bureaux, ils ont eu cette flexibilité d'avoir tout un bâtiment pour eux. Et donc là, WeWork est là pour les accompagner, pas seulement à leur trouver un espace et à leur donner cette flexibilité, mais aussi à faire tout ce qui est custom de la culture d'entreprise. Donc on fait un mix de DNA, un WeWork et un Conto. Mais aussi, on a eu des demandes de moins de bureaux. Donc aujourd'hui, moi j'étais une entreprise, j'avais 100 bureaux, mes collaborateurs ont adopté le Workplace, ou bien ils ont vu de leurs études internes qu'en fait,
je n'ai pas besoin d'être sans bureau parce que mes collaborateurs ne viennent pas tous en même temps, le même jour, au bureau. Et eux, ils vont venir nous dire, OK, on va prendre 50 bureaux. Par contre, on va prendre des all access. Parce qu'on va donner le choix à nos collaborateurs de venir aujourd'hui travailler au siège social, mais demain travailler du Marais, par exemple. Ils vont accéder à un bureau WeWork au Marais. Ou bien on va avoir des collaborateurs, des entreprises qui vont nous dire, en fait, on a besoin de tout un étage que pour nous. Donc, il y a différents cas de modèles. De vous dire qu'il n'y a que des expansions, ça sera incorrect. Il y a un peu de tout. Et d'où vient les produits qu'on a développés qui, en fait, renforcent le message de flexibilité. Et justement, ce pass All Access, il a 3 ans environ. Du coup, vous avez un premier recul sur le pass. Vous me parlez de 75 millions utilisateurs. On y arrivera, les millions. Oui. Mais voilà. Je suis allée un peu trop vite. Combien il y a de salariés, par exemple, par mois qui l'utilisent sur ces 75 000 ? Est-ce qu'il y a des pays qui en tirent davantage bénéfice que d'autres ? Je comprends la question. Je peux vous dire, vu que je suis directrice de Europe du Sud, des Nordiques et Benelux, je peux vous dire que le All Access, on le mesure. On mesure si c'est des entreprises qui l'ont acheté ou qui l'ont pris, ou des individuels ou des freelancers ou des entrepreneurs. On voit que la demande des entreprises est supérieure aux individuels. On voit aussi que la demande en Europe est plus grande, dépendamment des pays, et ça revient toujours. C'est très difficile en fait de mesurer, parce que si je pars sur l'exemple de Conto n'est pas avec nous qu'à Paris. Donc ils sont sur plusieurs pays en Europe, et eux ils vont à Barcelone, en Italie, ils vont acheter des All Access pour leurs collaborateurs parce qu'ils savent qu'ils sont implantés un peu partout. Sur une entreprise qui est strictement française, par exemple, ou qui a que des bureaux en France, qui a un siège social, elle va acheter des All Access pour avoir accès à d'autres bâtiments en France. Ça dépend. Il n'y a pas un standard, il n'y a pas une réponse qui dit oui, c'est par exemple la France qui va l'utiliser plus. Tout va dépendre des entreprises et où ils sont implantés. Voilà. Eh bien, Rebecca Nachanakian, merci beaucoup. On arrive à la fin de cet aparté. Je vous propose de revenir tout de suite sur le plateau pour la suite du débat avec Julie Dohen et ses invités. Alors, on en parlait juste avant l'aparté et Rebecca Nachanakian en a reparlé, les différences entre les États-Unis et l'Europe notamment. Est-ce qu'on peut imaginer que le modèle américain, avec des pratiques de travail un peu plus poussées, puisse s'imposer en France, Thomas Godet, ou est-ce qu'on va cultiver l'exception française dont on parlait aussi un petit peu plus tôt ? Alors ça, je n'ai pas forcément une boule de cristal, mais ce que je vois en effet, c'est que les barrières n'existent pas. Voilà. C'est-à-dire que même le fameux sujet de la réversibilité, techniquement, le Code du travail va nous dire, par accord d'entreprise, prévoyez les modalités de retour à une exécution du travail dans les locaux. Mais je ne vous dis pas, vous avez le droit absolu de le faire. Et donc on commence à avoir en effet, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une distinction bien claire à faire entre du collectif, je ne reviens pas pour toi sur le télétravail, mais voilà, nous avons mis en place un système, il a occasionné des difficultés, soit en effet en termes de risques psychosociaux, de tensions, de conflits, soit complètement en termes de performance, les objectifs n'ont pas été atteints, on revient en arrière. Mais c'est vrai que la mesure individuelle qui consisterait à dire à celui qui a déménagé, à celui en effet qui s'est organisé autrement grâce à l'avancée sociale qu'est le télétravail, de lui dire, bon voilà, parce que je l'ai décidé, à partir de telle date, vous revenez à 3 ou 4, 5 jours par semaine au travail, et vous ne bénéficiez pas finalement du minimum prévu par l'accord d'entreprise, ça, on aura des difficultés, on aura clairement des difficultés. Donc on ne va pas forcément aller aussi loin, mais c'est sûr que rien n'empêche que progressivement, des situations se présentent de cet ordre-là. Alain Diribarne. On revient de nouveau aux discussions idéologico-pratiques.
Alors bon, vous avez toute une série d'écrits, en particulier de scientifiques, sociologues et autres, et qui crient que la société française est complètement contaminée par le modèle libertaire, et qui est le modèle de référence américain, et donc dont Netflix et le livre d'interview de Netflix est l'emblématique, en disant, mais n'importe comment, on est en train d'ubériser la société française, donc le contrat de travail est complètement défait, sauf qu'on est en France. Et vous voyez comment la juridiction a commencé à expliquer que le contrat de travail de type Uber devait être qualifié en contrat de travail de salarié, puisqu'il avait tous les défauts. Donc, il ne faut pas se tromper sur la réalité des choses. Alors, par contre, on voit que dans la préférence française, il y a une préférence qui est la sécurité. Oui. Or, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, la plus grande sécurité, c'est le contrat de travail salarial. Par contre, on revient à quelque chose qu'on a évoqué, c'est qu'on voit bien qu'au-delà de la demande de flexibilité des entreprises, parce que la chasse, c'est la chasse au coût fixe. Or, le salariat est aussi un coût fixe. Donc, vous avez toute une discussion sur la flex-sécurité, version française, dans une modernisation de la société française. Et comme les Français veulent tout, l'argent du beurre et ainsi de suite, ils veulent l'avantage du statut d'indépendant, avec la sécurité de statut de salarié dans les grandes entreprises, avec tout ce que l'on appelle dans les fringe benefits en anglais, et en fait les avantages annexes. Et quand vous voyez l'inventivité des partenaires sociaux ou des directions d'entreprise pour faire des avantages annexes, pour justement attirer les meilleurs. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on a aujourd'hui toute la problématique des talents, qui est que nous voulons tous les talents, nous voulons les attirer, c'est bien, mais aussi on veut les retenir. Et là, on va peut-être parler de la place de la possibilité de faire du télétravail comme étant de fait un avantage annexe. C'est évident. Voilà. Et là, vous retombez sur la négociation du rapport de force classique sur le marché du travail. Si moi, je suis en position de force, qu'est-ce que vous me proposez? Et là, il y a un retournement, comme il y a un retournement du marché du travail, où les employeurs étaient en rapport de force. Et donc, on a parlé de la gestion des collaborateurs Kleenex. Les enfants de ceux qui ont été gérés comme ça, ils ont de la mémoire de ce qui s'est passé pour papa et maman. Et donc, quand vous avez un retournement sur le marché du travail, chacun fonctionne en fonction de sa mémoire. Et donc, tous ces talents, eux, ils vont leur négocier aux entreprises. Sonia, est-ce que de votre côté, vous êtes prêt à aller vers encore plus de flexibilité? Alors aujourd'hui, nous, on est une entreprise qui démarre. Donc, vous avez 6 mois, il me semble. Exactement, 6 mois. On est déjà sur un télétravail pouvant aller jusqu'à 50% de son temps de travail, ce qui est déjà assez élevé. On est effectivement, c'est un vrai facteur d'attractivité et de fidélisation de nos collaborateurs. Ça, on ne peut pas nier que le télétravail aujourd'hui, c'est une demande des collaborateurs en place, mais aussi des candidats. Et que si on n'avait pas cet atout-là, ça serait plus difficile de recruter des collaborateurs ou même de garder des collaborateurs, parce que ça leur permet aussi, tout compte fait, d'avoir une autre vie à côté que celle du travail. Comme on pouvait l'entendre, et on commence à avoir ce regard-là en France, des collaborateurs qui vivent plus en région parisienne, qui vivent en province et qui, grâce à ce nouveau mode de travail, peuvent choisir justement, au regard des transports qui sont insupportables en Ile-de-France, une meilleure qualité de vie de travail. Donc on pourra aller sur de la flexibilité pour effectivement attirer de nouveaux talents et garder ce qu'on a. Alors, on a parlé aussi de la comparaison à l'échelle européenne. Est-ce qu'un modèle européen d'organisation du travail peut émerger avec une uniformisation des pratiques? Il me semble qu'il y a un projet de directive européenne, Thomas Godet, qui est en cours.
Oui, alors le projet de directive européenne va sûrement bientôt faire l'objet d'une annonce alerte enlèvement parce qu'on le cherche. Il y avait eu, il y a plus de 20 ans, une directive, mais qui était une directive non contraignante, hein, c'est dire le sujet. Donc j'ai peur que le sujet soit en pause. Ce qu'on a vu, en revanche, c'est un rappel à l'ordre par l'OIT, donc l'Organisation internationale du travail, l'année dernière, hein, qui voilà, pointe les effets du télétravail. C'est-à-dire que je ne pense pas à date qu'on ait de projets qui contraignent, en tout cas en France, encore plus. Hein, le cadre juridique est déjà bien sophistiqué. Mais encore une fois, sur l'aspect organisation, planification individuelle, je ne serais pas surpris en effet qu'on ait du nouveau en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, le suivi de la charge de travail, qui est une obligation, hein, et encore plus pour les télétravailleurs, mais qui n'est pas véritablement sanctionné aujourd'hui. Hein, donc on ne sait pas s'il faut faire un entretien tous les trimestres, on sait qu'il faut en faire au moins un par an, mais on n'imagine aucune entreprise ne faire un point avec son collaborateur qu'une fois par an. Hein. Ça n'existe pas. Donc on est sur le contrôle légal et peut-être en amont, voilà, cette planification, organisation individuelle qui pourrait arriver. En fait, de nouveau, avec le fonctionnement de l'Europe, il faut distinguer ce qui sont les directives européennes et l'obligation ou non de traduire dans le droit national ces directives. La probabilité pour qu'on ait une convergence, compte tenu des différences sociales et juridiques, mais surtout sociales qu'on a évoquées, de l'histoire longue, est très faible. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le marché du travail européen pendant des années. Et on n'a pas fabriqué, alors que la grande ambition de la DG, entre autres de la DG5, c'était de fabriquer un marché du travail européen. On n'y est jamais arrivé. Il y a une chose, par contre, qui est tout à fait intéressante, c'est deux choses dont on ne parle pas, qui est la violence au travail. Quand vous regardez les textes de la violence au travail, ils sont tellement généraux que vous pouvez mettre n'importe quoi à l'intérieur des textes. Et donc, j'attends avec intérêt comment vont être attaquées les entreprises, non pas sur le télétravail, mais sur la violence au travail, parce que les managers auront refusé le télétravail, et là on rejoint ce que vous disiez. Et à ce moment-là, on relève du judiciaire, et ce qui va tout devenir intéressant, c'est ce que va dire la Cour européenne de justice, quand certains, et je pense qu'il y a certains syndicats, enfin, un des importances des syndicats, ça va être de fournir des juristes à un certain nombre de salariés pour essayer de faire jurisprudence. Et donc, ils vont remonter donc, à la Cour de cassation, d'abord la Chambre sociale, puis éventuellement en plénière. Et ensuite, ils vont éventuellement remonter à la Cour européenne de justice. Et donc là, si vous voulez, pour le moment, on n'est qu'en expectative. Par contre, on est sur une modification de longue période. Là, on est rentré. Ce n'est pas le télétravail, c'est la combinaison du télétravail avec le renouvellement des générations fait que, et l'évolution de la juridisation de nos sociétés fait que, objectivement, on est rentré dans une nouvelle ère d'évolution de l'entreprise, puisque vous avez maintenant au plus une triple efficience demandée aux entreprises, économique, sociale et environnementale. Bon, il y a aussi cette dimension environnementale du télétravail, dont on n'a pas parlé, mais qui fait qu'il y a quelque part une convergence. Et c'est pour ça que ça peut être négocié. Parce que vous avez à un moment une convergence d'intérêts entre les employeurs et leurs collaborateurs dans le cadre classique du rapport de force entre les partenaires sociaux encadrés par la loi. On revient. Si vous voulez, on ne peut pas sortir le télétravail de l'ensemble des dimensions avec lesquelles il est non pas en concurrence, mais en concordance. Et on n'a pas parlé du volet technologique. Donc on n'a pas parlé de tous ces nouveaux outils de type informatique divers et variés qui ont aussi une composante aussi bien technique que judiciaire. Tout à fait. Thomas, Oui, ça c'est très important. C'est-à-dire que cette obligation que je disais tout à l'heure, en effet, de planification d'organisation, elle s'additionnera, c'est sûr, prochainement, avec
des mises en cause d'entreprises qui n'auraient pas formé suffisamment. Et je constate qu'il y a une forme de mythe, quelquefois, une impression fausse que les jeunes générations seraient hyper à l'aise avec les nouvelles technologies. C'est totalement faux. C'est totalement faux. On est très surpris. C'est pas pareil d'utiliser, entre guillemets, TikTok ou de swiper que de se retrouver, en effet, face à un logiciel collaboratif. Dépasser cette croyance. Exactement. Et ça, c'est vrai que la conscience n'a pas encore été vraiment prise de ça, en termes de budget, tout simplement, de formation, d'accompagnement. Et puis quand même, c'est vrai que l'accord et les partenaires sociaux en France, ça suffit jamais. C'est ça qui m'embête. Et c'est vrai que dans des appels qu'on entend de certaines organisations patronales à laisser quand même un peu de responsabilité aux collaborateurs, je voudrais quand même citer, parce qu'elle est très récente, il y a une jurisprudence liée aux accidents du travail qu'il faut peut-être citer. Dans la fonction publique en plus, on a cette personne qui a travaillé toute la matinée, qui s'est accordé 45 minutes de pause et qui a fait un peu de cuisine et qui a laissé ses plaques allumées. Voilà. Et incendie de l'appartement, elle a été très blessée. Bon. L'entreprise se défend comme elle peut et est condamnée. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, en France, reste quand même de l'ordre du très précaire pour des grandes entreprises, mais surtout des petites. Une petite entreprise qui aurait organisé le télétravail, qui aurait laissé en effet ce collaborateur de temps en temps travailler de chez lui et qui se retrouve avec ce coût, l'accident du travail éventuellement mortel, on est sur des 450 000 euros. C'est la fin de l'entreprise, si elle n'est pas bien assurée. Et donc ça, c'est quelque chose qui, quand même, en France, continue à choquer, même ceux qui sont les plus favorables à un équilibre social, parce que ça n'a rien à voir avec ce qui a été construit par l'accord. Rien du tout. Il n'y a rien sur les plaques, et qu'il faut allumer les plaques ou éteindre les plaques. Et donc, on se retrouve avec un employeur qui essaie de démontrer qu'elle s'est déconnectée pendant ce temps-là. Et il le démontre en plus, parce qu'elle ne s'est pas reconnectée l'après-midi. Évidemment, il y a eu l'incendie. Mais on a un débat cynique, finalement, qui ne devrait pas avoir lieu. Et on en a d'autres comme ça, sur, en effet, des gens qui sont en voiture après une journée de télétravail, qui prennent la voiture. Comment l'employeur peut tester le niveau de fatigue à ce moment-là de cette personne qui, en effet, a décidé de travailler d'où elle voulait et qui a voulu rentrer quelque part ou aller voir quelqu'un. Et là, on a également un accident qui peut être qualifié de trajet, voire de travail, si finalement elle était allée voir un prestataire, un fournisseur. Ça, c'est aussi un peu inquiétant, parce que ça va soit pousser à un frein, soit rentrer dans des logiques de vérification de la capacité physique de telle personne de conduire sa voiture à tel moment. Et là, on est dans 1984 ou autre chose. Et donc ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui manque quand même aujourd'hui et que les accords, entre guillemets, ne peuvent pas combler. Et est-ce qu'à terme, on peut envisager une évolution du Code du travail en France ? Je pense. C'est sûr que là-dessus, ça ne pourra pas se faire sans un principe vraiment absolu qu'à partir du moment où l'employeur à demander au salarié qui est libre de travailler d'où il veut. De toute façon, à partir du moment où dans le télétravail, il y a un cadre, évidemment, mais on sent que les entreprises veulent l'étendre. Donc, c'est OK. C'est OK qu'il bosse de chez lui, c'est éventuellement OK qu'il bosse d'une maison secondaire. Ça, on va être OK avec ça. Mais on lui demande de nous dire où il est. À partir du moment où il nous dit où il est donc quelque part qui n'est pas un local professionnel. Et à partir de là, il devrait y avoir un principe de responsabilité partagé, au moins sur ces temps de pause et d'utilisation d'outils qui ne sont surtout pas des outils mixtes, comme les plaques de la cuisine. Et ça, c'est vrai que ça pose aujourd'hui une difficulté. Sonia Massimo-Moyer, allez-y. Oui, tout à fait. Il y a tout à fait en tout cas une adaptation de l'obligation de résultat de l'employeur sur la santé de ses collaborateurs, qu'elle soit physique ou morale, qui doit être mis en cause, en tout cas qui doit être adaptée aujourd'hui au télétravail, parce que pour l'employeur, c'est effectivement très dur pour lui d'avoir une obligation de résultat sur la santé physique et morale mentale de ses collaborateurs quand celui-ci est sur son lieu personnel. Avec sa baignoire, sa douche et tous ses plaques de cuisine, etc. Donc, il y a une réelle évolution à avoir dessus parce que sinon, pour les entreprises, elles auront tendance, au regard des multiplicités d'accidents qui peuvent en découler, de réduire le télétravail ou en tout cas de l'encadrer dans des conditions qui vont être très contraignantes pour les deux parties, que ce soit le collaborateur ou l'employeur. Alain Dériberne, rapidement. Et oui, on revient à la caractéristique de la France.
Et c'est pour ça que le télétravail dont on parlait depuis des dizaines d'années s'est peu développé en France, parce que les grands freins, c'était les juristes d'entreprise qui disaient « mais regardez, nous avons obligation, à partir du moment où notre collaborateur travaillait chez lui, de traiter son logement comme un lieu de travail au même titre que le lieu ». Et il est précisé que le logement doit avoir les mêmes caractéristiques en termes de lieu de travail que ce que vous offrez au bureau. Question, est-ce que l'entreprise a le droit de mandater quelqu'un pour venir vérifier que le lieu de travail déclaré par le salarié comme étant son lieu de travail chez lui a bien toutes les caractéristiques? 1. 2. Est-ce que si ce n'est pas le cas, est-ce que l'entreprise, dans le cadre des négociations, peut dire que justement, elle va financer un lieu de travail chez son collaborateur de façon à ce qu'il atteigne le niveau correspondant. Et je reviens toujours à mon accord de Suez, qui dit la condition pour que mon collaborateur soit éligible est qu'il dispose d'un domicile adapté au travail à distance, espace de travail adapté du point de vue ergonomique de la tranquillité et des connexions internes à haut débit sécurisées. Et là, il y a une chose dont on ne parle pas, c'est les DSI, les directions de systèmes informatiques, qui sont vent debout contre le télétravail, plus tous ces outils qui sont les téléphones et autres qui deviennent support du télétravail. Ouais. Et qui sont des portes d'entrée pour tout ce qui est non seulement les virus, mais autres, idéal. Et donc, on a du coup, c'est quoi la sécurité de systèmes informatiques dans le cadre du travail à distance? Parce qu'il faut bien distinguer de nouveau le travail à distance du télétravail. Oui. Le télétravail dont on parle, c'est le travail à distance à domicile. Oui. Sauf qu'on a reparlé des espaces de coworking, sans parler du train, de l'avion, des hôtels. Et quand vous regardez comment c'est sécurisé, la sécurité, elle est nulle. Moi, j'ai travaillé hier de mon hôtel. J'ai eu des blocages d'accès au site en disant « attention, non sécurisé ». Donc, ça veut dire que c'est moi qui prends la responsabilité d'aller dessus si je veux. Il me semble que Thomas Gaudier, vous avez justement identifié ce sujet-là comme un potentiel cas de contentieux aussi à venir, les données personnelles, la sécurité. Là, les accords, en effet, ils le traitent, parce que la loi leur dit « traite-le ». Donc forcément, l'accord ne serait pas valable si on ne parlait pas, en effet, de l'information, d'ailleurs, qu'on donne aux télétravailleurs, sous toute la pression qu'on lui met sur la qualité, par exemple, du VPN, ou sur les données, en effet, qu'il va traiter. Puis après, il y a la pratique. Et sans dénoncer personne, mais on s'est tous envoyé quelquefois des données, des mails sur une boîte personnelle parce qu'en effet l'accès au serveur fonctionnait pas et qu'on avait une urgence et qu'il fallait la faire. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où il faudrait peut-être, et avec les DSI évidemment, mais de temps en temps auditer la capacité qu'on a en effet à appliquer les principes qu'on a nous-mêmes décidé. Et c'est là que c'est très intéressant ce qui s'est passé en effet avec le télétravail, c'est que à la différence d'autres accords, on dit ce qu'on va faire, on dit ce qu'on va faire, et on impose aux télétravailleurs vraiment une page et demie d'obligations en général sur ce sujet-là. Et donc, heureusement, de la même façon que l'inspecteur du travail ne vient pas souvent dans les logements, la CNIL ne va pas tellement souvent non plus dans les appartements ou les immeubles pour tester en effet le Wi-Fi. Et ce serait en effet une hécatombe, on est très clair. Et donc ça, c'est vrai qu'on se retrouve un peu coincé, je pense, aujourd'hui dans une situation où il y a un non-dit. Voilà, il y a une sorte de tolérance en disant on a écrit quelque chose, mais c'est vrai qu'on sait bien qu'il y a peut-être 20% des gens qui vraiment le respectent totalement. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? À nouveau, on va arrêter le télétravail dans énormément de situations. Donc on progresse, mais c'est vrai que ça renvoie aussi à cette notion de RGPD et de sanctions qui commencent pour le coup aujourd'hui à se chiffrer en 7 ou 8 ou 9 chiffres. Donc attention aussi à ce sujet-là. Ouais. Alors, le temps file, ce sera ma dernière question. J'aimerais vous entendre tous les trois à ce sujet. On l'a dit tout au long de la conversation, le télétravail s'installe. Les salariés ont maintenant la possibilité de télétravailler depuis plusieurs lieux, plusieurs pays. L'entreprise est remise en cause comme lieu de travail. Est-ce que finalement, on s'oriente vers une déspatialisation, voire une détemporalisation du travail? On parlait notamment de la comparaison avec le freelance, si on poussait un peu le trait.
Sonia Massé-Moyer. Non, je ne pense pas qu'on en soit encore là. On a encore besoin de liens sociaux, on a besoin de collectivité et de présence. On le voit, on a les collaborateurs, quand on les interroge, ne se voient pas non plus être à 100% télétravail. Ils ont besoin d'être sur leur lieu de travail, de rencontrer leurs collègues, d'échanger. Donc c'est à nous, entreprises, de nous adapter pour répondre à ces besoins et être, je dirais, en capacité d'offrir à nos collaborateurs des espaces de travail accueillants. Ils vont se retrouver avec une collectivité pour une meilleure performance et de leur laisser aussi de la flexibilité sur leur lieu de travail à l'extérieur. Alain Diribane, c'est notamment vous qui parliez de la comparaison avec le statut freelance. En fait, la grande distinction, c'est la borne, c'est 2 jours ou 3 jours de télétravail. Donc, je reviens. Si vous allez 3 jours au bureau, ça veut dire que votre immeuble de bureau reste votre lieu principal de travail. Et donc, la socialisation et l'organisation du travail à l'immeuble de bureau prédominent. Si vous basculez sur au-delà de 3 jours et plus, le lieu principal de votre activité professionnelle n'est plus votre immeuble de bureau. Alors, ensuite, c'est quelle va être la configuration de votre organisation spatio-temporelle en dehors de votre immeuble de bureau, avec votre employeur sous toutes les contraintes juridiques qu'on a évoquées. Et là, ça, c'est la révolution. C'est parce qu'on n'a aucune pré-norme de ça. On a des bouts de normes, de pratiques, on a des bouts de normes de droit du travail, mais on n'a pas la construction qui va se faire. Et c'est là qu'on revient au problème de l'apprentissage, et éventuellement dans un processus d'apprentissage de longue période, des retours en arrière sur un certain nombre de points. Parce que s'il arrive que le risque juridique, tel qu'on peut le construire en France selon notre vieille tradition, pose trop de problèmes aux entreprises, parce que les accords ne sont pas des accords définitifs, c'est des accords qui peuvent être négociés, vous pouvez avoir une pression à la divergence d'intérêts entre les partenaires. Actuellement, on peut négocier parce que vous avez une convergence d'intérêts. Mais vous pouvez très bien avoir, en raison d'un événement quelconque, une divergence d'intérêts. Et donc, vous avez potentiellement des conflits sociaux qui renvoient du coup à comment va être le paysage des rapports sociaux en France, organisés indépendamment du niveau politique. Thomas Gaudin, Oui, dernier mot là-dessus. un dernier mot sur les accords qu'on voit et qu'on rédige au cabinet. Le lieu de travail principal reste les locaux professionnels. Ça, c'est vrai que c'est très, 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 très majoritaire. Mais pour autant, cette journée ou ces 2 journées, voire ces 3 journées, mais plutôt 1 à 2 journées de télétravail par semaine, pose la question, en effet, de l'éclatement du temps de travail ou de l'absence de référence vraiment géographique. Et ça, on est aux bornes peut-être de quelque chose qui est à écrire, d'une forme d'autogestion. En fait, en réalité, ça serait peut-être une forme de déclaratif de dire aux salariés, au-delà de la journée, qui va prendre en télétravail, de lui demander à l'avance, bon, c'est pour faire quoi, et annonce-le pour qu'on ait au moins le moyen de contrôler si ce que tu nous avais offert, entre guillemets, comme vision de cette organisation a coïncidé, s'il n'y a pas eu en effet un problème qui serait lié à l'absence d'avoir pu prendre une pause ou à une journée beaucoup plus longue que ce qui était prévu. Et c'est vrai qu'on va demander, il va falloir demander aux télétravailleurs d'en dire plus, et donc de rentrer un peu dans la vie privée, sur comment sont organisées ces journées-là. Une évolution des pratiques possibles, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, peut-être d'ici quelques mois, voire quelques années. On va prendre quelques petites minutes à la fin pour relayer les questions des internautes. Manon, sur quoi portent les principales interrogations ? Alors on observe aux États-Unis un mouvement de fond de remise en cause du télétravail pour des raisons de perte de productivité, de cohésion d'équipe, notamment par des grands managers comme Elon Musk. Quel impact pensez-vous que ce mouvement pourrait avoir en France dans les mois à venir ? Alors, c'est un peu la question qu'on avait déjà posée, voir si le modèle américain pouvait s'imposer dans les entreprises en France. Peut-être rapidement, Alain Diribane, resynthétiser. Il y a une
une très grande ambiguïté dans la référence aux États-Unis. Vous voyez que la grande référence, c'est quand même la Californie et la côte Pacifique, beaucoup plus que New York et la côte Est. Et donc, on n'est pas une société libertaire. C'est clair. Et donc, tout ce qui se passe aux États-Unis, entre autres Elon Musk et compagnie, ça ne peut pas se passer en France. Non. Vous avez en plus une très grande ambiguïté quand vous regardez les grands sièges sociaux de ces grandes de GAFA, en fait, où ils avaient réinventé des vieilles organisations où les collaborateurs étaient invités à venir s'installer sur le campus de l'entreprise. Oui. Qui fait que vous étiez... C'est l'inverse du télétravail. Et donc, on comprend, du coup, la tension idéologique. On a oublié une chose, c'est que quand nous, on a fait notre échantillonnage pour faire la comparaison internationale sur la côte ouest, on voulait prendre le grand San Francisco. On n'a pas pu le prendre parce qu'il y avait tellement de licenciés qu'on ne pouvait pas faire notre échantillonnage. Et on a été obligé d'aller sur Seattle pour compléter, parce qu'on ne pouvait pas faire le travail qu'on pouvait faire. Regardez le nombre de licenciés qu'il y a eu en France pendant la période de télétravail. Ils étaient en chômage partiel. C'est l'État qui a été le plus grand employeur de France pendant la période de confinement. Donc, on ne peut pas comparer. Thomas Gaudet, quelque chose à ajouter? Oui, non, en plus, il me semble qu'aux États-Unis, il y a aussi la problématique du décalage horaire. C'est-à-dire si quelqu'un déménage vraiment trop loin. Donc, la France reste un pays compact. On a la possibilité pour certaines organisations d'accepter un télétravail même assez éloigné, notamment grâce au TGV. Ça repose la question des coûts, notamment qui prend en charge les frais de transport dans ces cas-là, mais ça évite quand même des réactions trop fortes des entreprises qui diraient « stop, c'est terminé ». A priori, un modèle non duplicable en France. Manon, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, sur les managers, comment peuvent-ils contrôler le temps de travail à distance? Vaste sujet, dont on a un petit peu parlé, mais effectivement, je pense que ça mériterait plus de temps. Qui se lance sur cette question? Non, alors je crois que les télétravailleurs qui sont en effet plutôt cadres, mais avec la définition très large du cadre depuis au moins 10 ans, sont plutôt en forfait en jour, et auquel cas on n'a pas à contrôler leurs horaires. On n'a pas à contrôler leurs horaires, même s'ils basculent en télétravail. Non, la difficulté, en effet, c'est de vérifier l'amplitude journalière, c'est-à-dire est-ce que le début de la journée et la fin de la journée n'ont pas été plus longs que 13 heures, ce qui donne déjà du temps pour travailler. À l'inverse, c'est vrai qu'il peut y avoir des sanctions civiles, des sanctions pénales d'une entreprise qui verrait régulièrement, via des connexions à des logiciels d'entreprise, des connexions du salarié jusqu'à 11 heures, jusqu'à minuit, et redémarrer par des visios à 8 heures, en effet. Et ça, cette pratique-là, c'est pas une question de contrôle, c'est une question de pratique, en effet, doit être bannie. Tout à fait. Concrètement, Sonia Massé-Moya, oui, comment ça se passe? C'est une, en tout cas nous, c'est une de nos préoccupations sur la mise en place du télétravail, c'est de s'assurer que les collaborateurs qui travaillent chez eux n'aient pas des plages de travail énormes. Donc on met en place effectivement tout un système, je dirais déjà déclaratif, c'est-à-dire de déclarer qu'on a bien ses heures de repos, etc. Et puis aussi de vérification, mais je dirais que c'est un sujet qu'on amène aussi d'autres avec des personnes qui peuvent être en congé maternité maintenant et qui, avec le télétravail, se disent j'ai mon outil, donc je peux me connecter, regarder mes mails, assister à une réunion, etc. Et sur lequel on est particulièrement sensible parce que c'est du temps de vie professionnelle, du temps de vie personnelle. Et donc, c'est un de nos grands enjeux aussi sur la mise en place et le suivi de notre télétravail. Oui. De nouveau en France, il faut qu'on distingue bien le travail à domicile du télétravail. Parce que vous avez aussi le droit à la déconnexion. Donc à partir du moment où vous faites jouer le droit à la déconnexion, le télétravail, on n'en parle plus. Ça ne vous empêche pas de travailler à la maison, qui est la grande tradition française, surtout chez les cadres. Il fallait partir de son bureau avec de gros dossiers pour bien montrer aux uns et aux autres qu'on est des collaborateurs zélés. Et donc de nouveau, vous retrouvez tout ce jeu de chat et de souris, qui est, on fait quoi? Quels sont les signes que l'on donne aux uns et aux autres dans le cadre d'un management, sachant que
vous vous rendez compte, indépendamment de la tradition française, la complexification de ce que devient le métier de manager, et en particulier du manager de premier niveau. De proximité. Et donc, déjà, le manager de premier niveau, dans une organisation plus classique, était dans une situation très difficile. Et c'est chez eux que vous retrouviez le plus grand mal-être au travail et les aspects de stress, surtout quand vous êtes organisé en équipe projet et que vous avez toute une série d'équipes projets articulées les unes sur les autres. Donc, c'est le management qui va se trouver dans la situation la plus difficile, sous problème des contrôles juridiques. Parce qu'ils ont des obligations de résultats autant que des obligations de moyens. Ils sont de plus en plus responsables eux-mêmes, non au-delà de l'entreprise, au civil et au pénal. Et vous vous étonnez de ne pas trouver de manager aujourd'hui. Thomas Godet. Oui, alors tempérons quand même. Les personnes morales sont quand même 1000 fois plus condamnées que les personnes physiques en France. Je rassure les managers qui nous écoutent, ça ne fait pas plaisir en effet d'être convoqué par l'inspection du travail ou par un juge, mais à la fin, c'est comme les poches profondes qui prennent. Et j'ai jamais vu, pour une fois, mais un manager vraiment harceleur, pour le coup, c'est pas le sujet du jour. On voit pas de manager sanctionné au prud'homme ou au pénal pour ne pas avoir mis en place un contrôle du temps de travail. Ça reste quand même l'employeur. Alors, l'employeur, s'il est un peu de mauvaise foi, va reprocher ça à son manager. Ça, c'est vrai. Mais ça, après, on rentre sur les valeurs de chaque entreprise et c'est un autre débat. Manon, est-ce qu'on a une dernière question à laquelle on peut répondre et puis ensuite on clôturera? Un collaborateur en télétravail peut-il prétendre à un arrêt maladie dû à un risque de troubles musculo-squelettiques si son espace personnel de travail à la maison n'est pas adapté par manque de connaissances ou de moyens? Thomas Godet, je me tourne vers vous. C'est la question de la poule et l'œuf. C'est-à-dire qu'en effet, comme disait Alain tout à l'heure, soit dans les conditions d'éligibilité, on a dit le télétravailleur, c'est quelqu'un qui a un environnement de travail compatible avec le respect de sa santé physique et mentale, mais on ne l'a pas contrôlé. On n'est pas obligé d'aller sur place. On peut demander des photos. Certaines entreprises demandent un petit film ou des photos pour voir exactement où la personne va travailler. Et c'est vrai que si on n'a pas fait ce contrôle-là, et qu'ensuite il y a quoi que ce soit, on parle d'arrêt maladie, mais en vrai on devrait parler d'accident du travail ou de maladie professionnelle, liée au fauteuil, liée à la posture en général, et aux écrans, à la qualité des écrans. C'est sacrément amélioré avec le temps, mais néanmoins c'est quand même un travail pénible. C'est certain qu'à nouveau on tombe sur la responsabilité de l'entreprise. Mais celle-là elle est classique. Celle-là elle est classique et elle va avec en effet un investissement qui doit être décidé si on veut vraiment étendre le télétravail à des postes qui sont occupés par des gens dont les appartements ou les maisons n'ont pas forcément anticipé la chose. Voilà. Alors on arrive maintenant au terme de cette émission. Sachez que le replay sera disponible d'ici 24 heures. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à vous trois pour cet échange autour du télétravail. Merci à Rebecca Nachanakian également. Et rendez-vous en octobre pour un nouveau lab où on reviendra cette fois sur la tendance de l'hospitality management. Bonne journée à tous.